Tu voulais que je parle du rôle de la CNAC. Alors, effectivement, je suis membre de la Commission nationale d'aménagement commercial depuis 2 ans à peu près. Et puis, il se trouve que dans d'autres fonctions, j'ai aussi agi j'ai tenté d'agir sur le foncier commercial. Et donc, je suis assez d'accord sur les solutions et tout ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc, à la fois, dans l'étoile de Pascal Madry, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer que effectivement, on peut agir dans une sorte de policy mix. C'est pas valable que pour la finance. On peut aussi agir sur un mix dans la construction de la ville et dans l'animation de la ville. Et puis, effectivement, l'action de la collectivité est assez fondamentale parce qu'elle permet de stimuler les acteurs privés, de leur faire des commandes aussi, et puis de travailler avec eux sur comment est-ce qu'on anime cette ville et autour de l'identité. Alors, la question, c'était comment est-ce qu'on régule avec la CNAC. Alors, moi, je vais renverser la question, ou ma réponse en tout cas, en partant sur d'abord quelques constats, même si ils illustrent de manière encore plus concrète. Ça, c'est des extraits de la PQR qu'on peut trouver un peu partout. Donc, effectivement, en général, on a une dévitalisation assez forte des centres urbains, avec un vieillissement de la population, l'attractivité des zones périphériques, l'étalement urbain, enfin voilà, tous les éléments un peu tarte à la crème qu'on peut tous connaître, avec souvent, dans les centres-villes, une lourde vacance autour du logement, une obsolescence aussi assez forte, et puis un commerce en grande difficulté souvent. Donc Pascal l'a dit tout à l'heure, avec attention, effectivement, il y a beaucoup de périphérie commerciale qui connaît de la vacance. Ça, on le sous-estime. Et c'est vrai que dans les projets qu'on voit en CNAC, donc je finirai par certains d'entre eux, même si c'est délicat parce que je ne veux pas dénoncer non plus les choses affreuses, mais en tout cas, on a quand même des modèles de développement qui restent ancrés dans des modèles qui nous sont pourtant assez obsolètes ou en tout cas qui sont assez risqués parce que ça poursuit cette dynamique de développement qu'on peut trouver et qui aboutit à ces résultats. Bon, là, vous voyez, par exemple, ça c'est tout récent encore, c'est une actualité qui monte de plus en plus. Je sais qu'en Bretagne, pour ce titre qui m'est cher, il y a beaucoup de... Voilà, c'est quand même un débat assez fréquent dans la population, dans la presse quotidienne régionale. Et c'est ce qui incite aussi, ce qui va peser sur le débat public, probablement dans certaines élections. Très local. Ça, je remets ça parce que ça, c'est toujours intéressant. C'est la carte de l'Institut de la Ville et du Commerce, je crois, c'est ça, voilà, qui est très bien fait. Il doit y en avoir une autre après, mais je ne l'avais pas. Mais vous voyez, déjà en 2001, on avait quand même, y compris dans des très grandes villes, qui sont devenues des métropoles depuis, on avait déjà des niveaux de vacances extrêmement difficiles. Et du coup, qui étaient essentiellement concentrés dans les centres-villes. Et en revanche, là, depuis 15 ans, eh bien, on a eu un véritable renversement total. Bon, la crise de 2008 a beaucoup aidé les investisseurs à se retirer de toutes les zones un peu à risque. Et vous verrez tout à l'heure avec le promoteur Virgile, il nous expliquera probablement comment est-ce qu'on peut aller aussi dans des villes intermédiaires et pas simplement dans des très grandes villes. Donc ça, c'est quand même assez la dynamique encore plus visible que ce que présentait Pascal aussi tout à l'heure. Et puis des villes voilà, extrêmement touchées. Donc ça j'y reviens pas. Bon, je vous ai mis dans le PowerPoint, vous les relirez tranquillement plus tard, parce que je crois que ce sera diffusé sur le site, mais il y a deux petites citations comme ça qui autour de la France moche, de la réaction pour travailler sur... c'est vrai, effectivement, comme dit Philippe Journeau, il n'y a pas de fatalité, simplement il faut réinterroger aussi comment est-ce qu'on aménage tout ça. Et puis Laurent Théry, également Grand Prix d'urbanisme, qui insiste aussi sur la mixité de l'usage et de la fonctionnalité. Et ça, je suis assez là-dessus, assez attaché. Moi, ce dont je me suis aperçu dans mes différentes fonctions, et parce que je travaillais sur 350 projets dans une région en Nouvelle-Aquitaine, et ce policy mix, pour moi, il est vraiment dans l'ensemble des acteurs. C'est d'abord une analyse économique. Le commerce, ça peut pas être déconnecté du tout
Et ça, vous qui travaillerez ou qui travaillez sur des projets, c'est essentiel de s'inscrire bien là-dedans, parce que quand on fait la ville, il faut s'inscrire certes au moment du projet, mais aussi essayer de se projeter sur l'avenir aussi, et comment tout cela peut venir. Et pour moi qui suis ingénieur, en tout cas, j'aime bien mélanger plusieurs notions. Donc l'analyse économique, l'urbanisme aussi, on va avoir quelques exemples tout à l'heure. Le trinôme essentiel entre habitat, urbanisme et commerce, enfin, c'est ce qui fait le cœur de la vie. On pourrait rajouter espace public. L'action urbaine, vraiment, ça c'est l'action de la ville qui me semble essentielle. C'est-à-dire qu'on ne met pas un parc-mètre ou un parking n'importe où. On n'empêche pas le stationnement à tour de bras non plus. Si on peut végétaliser, c'est toujours mieux. Les écoles, tant qu'à faire, vaut mieux les mettre un peu en centre-ville parce que ça ramène du monde. Les locaux associatifs, pareil. Vous voyez, c'est tout un tas d'organisations de la vie aussi où il faut arriver à suggérer tout ça, alors sans que ce soit de l'équilibre d'un projet urbain ou d'un promoteur qui se fasse uniquement que sur le dos des équipements publics. Mais si vous voulez, tout ça, c'est essentiel. Et les aménagements publics, on ne le dira jamais assez aussi, ces aménagements publics souvent sont faits... on fait des trottoirs parce qu'il faut faire des trottoirs, mais on ne se pose pas la question du commerce qui est juste à côté. Et les aménagements publics, on va voir un exemple aussi tout à l'heure qui est assez fort. L'investissement privé, c'est essentiel de bien travailler aussi dessus pour être sûr que, on a des ressources un peu pérennes et qui permettent aussi de faire vivre une ville. Et avec parfois, on l'a vu tout à l'heure à Nanterre, qui a maximisé l'ensemble des outils, de mon point de vue en tout cas, possibles qu'une mairie peut mobiliser, mais un portage qui peut être public parfois quand vraiment l'équation économique est pas générale, et pas trop forte. Moi, je voudrais juste illustrer, donc j'ai quelques slides là, mais ça va aller assez vite parce que c'est illustrer quelques cas particuliers. Parce qu'effectivement, face à cette situation où il y a beaucoup de vacances, beaucoup de centres-villes en difficulté, tout ça, en fait, vous voyez là, par exemple, dans une ville assez moyenne, mais qui est quand même préfecture des Deux-Sèvres, en moins de 4 ans, voilà ce que ça a pu transformer. Alors, c'est ouvert depuis 3-4 ans déjà, mais avec une enseigne assez connue, qu'on retrouve en périphérie parfois, mais qui a été implantée là grâce à un investissement totalement privé. L'investisseur privé a racheté la façade telle qu'elle était. Tout ça a été bien évidemment accompagné, vous le voyez là sur le plan masse. Donc on est en endroit premium, mais premium qui servira de locomotive à l'attraction du centre-ville aussi. Ça c'est essentiel. Là il y a une grande place qui a été refaite aussi avec un cinéma. Mais vous voyez, là, on a le marché. C'est aussi des endroits où il faut absolument concentrer les moyens d'intervention pour que l'investisseur, en tout cas, puisse s'y retrouver et porter des enseignes. Alors évidemment, comme Madame le disait tout à l'heure, c'est un bail commercial, au maximum c'est 9 ans, donc du jour au lendemain, au bout de 9 ans, ça peut aussi pas marcher. Et pour moi qui connais bien certaines métropoles du Sud-Ouest au hasard, on a quand même des très grandes emprises comme ça, qui des fois, même sur des endroits premium à Bordeaux, sont toujours fermés ou ont été fermés 3-4 fois en 20-30 ans depuis que je suis gamin. Et en fait, vous vous rendez compte que même sur des endroits premium, quand personne se bouge un petit peu pour et que l'investisseur ou le commerçant vit un peu sur sa rente, on a une enseigne qui périclite, qui petit à petit s'essouffle et puis au final qui ferme. Et ça, c'est valable tant pour le boucher du coin qui est désagréable quand vous allez chercher votre rôti de bœuf pour le dimanche soir que des grandes enseignes, y compris parisiennes en plein cœur de Paris, où en fait vous allez vous balader là-dedans et puis faut pas s'étonner après si on va chercher sur Internet, quoi. Je veux dire. Donc c'est aussi ça qui est important dans toute cette dynamique qu'on peut avoir. Pour ça peut être dans un village aussi où effectivement, faut pas s'étonner qu'on ait un village qui meurt quand on a des façades comme ça avec 3 pauvres commerçants dont on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a vraiment besoin aussi d'agir. Vous voyez, là on est quand même sur la place du marché, tout ça. Il y a une super abbatiale. Enfin bon, voilà. Et malgré ça, faut pas s'étonner qu'on ait de la vacance. Donc alors je voulais vous citer cet exemple parce que c'est une ville qui est Saint-Mexan, c'est une ville cœur médiéval, et puis elle a été profondément transformée par Napoléon, parce qu'il fallait tenir les campagnes.
Et du coup, ce qui est caractéristique de cette affaire, c'est que cette ville, là, vous voyez, donc là, on est dans le cœur de la ville médiévale, donc tout ce qui est rouge et orange, c'est de l'habitat complètement à la dérive. Voilà, 50% de logements vacants, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Enfin, voilà, c'est très difficile. Et puis, une ville, vous voyez, donc il y a des axes. Hein, donc là, c'est la grande route napoléonienne, il y avait les casernes ici, hop, et puis les campagnes de l'autre côté. Fallait faire passer les troupes, hein, donc en fait, c'est devenu un axe aussi où c'est un axe d'évasion, c'est un axe où finalement, ça a totalement isolé au fil des décennies depuis le début du 19e, ce cadre-là. Et puis là, vous avez des rues commerçantes qui se sont complètement essoufflées. Et parce que là aussi, en plus, dans les années 70-80, on a collé des bâtiments en plein milieu de perspectives, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on a une agence, alors malheureusement, j'ai oublié comment elle s'appelait, mais pour ça, c'est un bureau d'études qui j'espère, ne tartine pas les mêmes études partout. En tout cas, ça, c'est rapidement pour vous dire aussi que il y a des énormes centres commerciaux à l'extérieur. Donc ça aide pas. Là, c'est toutes les enseignes fermées, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On s'aperçoit quand même qu'au bout de quelques temps, il faudrait concentrer un peu les endroits où on peut concentrer du commerce. De toute façon, c'est illusoire de garder tout ça. Et puis, petit à petit, on se dit, tiens, au bout du marché, il y a peut-être quelques endroits stratégiques où on pourrait au moins essayer d'animer un peu la ville, donc autour de cette affaire-là. Et puis, petit à petit, l'agence, elle s'est dit, tiens, mais en fait, ce truc-là, c'est quand même pas mal, parce qu'on arrive de cette grande avenue la napoléonienne que je vous montrais tout à l'heure, et puis là, il y a une immense perspective qu'on pourrait recréer, ou des choses comme ça. Alors, mais il y a des fortes négociations avec la BF, évidemment, mais enfin, vous voyez, du coup, comme ça, on ouvre quelque chose, et en fait, c'est ce qui a été fait. Et en moins de 3-4 ans, ce mail-là a été aménagé. Et alors, je n'y suis pas retourné depuis un an ou deux, là, mais fondamentalement, vous voyez, vous êtes sur cette avenue napoléonienne qui était l'avenue de l'évasion, à la limite, où tous ceux qui habitaient à l'extérieur, ils n'avaient pas envie de rentrer. Et puis là, du coup, il y a une sorte d'aspirateur qui a été créé avec un petit peu de parking quand même pour essayer d'aller là-bas. Il y a des services publics qui ont été implantés ici pour attirer, pour aussi faire venir du flux, tout ça. Donc en tout cas aussi redonner de la vie sur ces affaires où il faut absolument traiter les espaces publics dans une destination quelque part. Et ça, c'est vrai que les gens qui s'occupent de la voirie, tout ça, en général, ils n'aiment pas trop réfléchir à tout ça. Alors, on fait un trottoir, on fait une route, on fait un parking, on fait des choses comme ça. Et je ne critique pas. C'est juste qu'on est aussi, dans la construction de la ville, extrêmement en silo, de même que les architectes, souvent, se soucient pas trop de comment le bâtiment peut vivre aussi dans son environnement, ou alors du commerce, de comment il peut vivre, des choses comme ça. Et vous voyez, donc du coup, le marché, ils se sont dit que tiens, ça serait pas mal de mettre des petits auvents là, et puis permettre des terrasses. Vous voyez, par exemple, y compris dans une ville qui nous est chère ici aussi, je veux dire, on a une approche de l'espace public où on réfléchit plus en termes de combien on va taxer les gens qui occupent le domaine public ou les commerces qui occupent le domaine public en sortant des terrasses l'été. Ça, accessoirement, il faut quand même se dire que ça fait vivre la ville, ça donne de la vie, ça donne envie de venir, et donc ça crée du flux, ça crée de l'activité économique, et ça crée de la vie dans la ville. Et ça, on l'a un peu oublié probablement. Alors du coup, je viens quand même au rôle de la CNAC, parce que, et puis je terminerai par ça, j'ai 2-3 slides encore, et après j'arrête, sur le rôle de la CNAC. Alors le rôle de la CNAC, ça a été créé il y a bien longtemps. C'est la Commission nationale d'aménagement commercial. Alors celle-là, elle se prononce sur toutes les surfaces commerciales de plus de 1000 m². Sinon, c'est au niveau départemental. Il y a ceux qui ont toujours juste en dessous des 1000 m² pour surtout pas aller en CNAC. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est d'essayer de se dire, dans la loi, le législateur a commencé à se dire quand même que ça serait bien que les entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. C'est pas bête. Parce que ça c'est...
on s'est dit que c'était peut-être pas une idée. Alors après, il y a eu la directive service, donc ça c'est l'étendard, l'éventail qui permet d'éviter de commenter la concurrence aussi, tout ça. Donc ça c'est interdit, on ne doit pas ni sur l'impact commercial, ni des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des critères comme ça qui se sont progressivement introduits. Et notamment, donc, la CNAC se prononce sur, selon des critères relatifs à l'aménagement du territoire, l'aménagement et l'animation de la vie urbaine, le développement durable, la protection des consommateurs. Alors tout ça, vous voyez, comme ça relève du Code du commerce, mais pourtant ça a un impact majeur dans l'urbanisme des villes, eh bien, c'est pas évident à traiter parce que vous vous doutez bien qu'avec des critères aussi larges que ça, on peut y mettre un peu tout. Et du coup, c'est une doctrine aussi que cette commission qui comporte 9-11 membres, quelque chose comme ça, et qui essaie, donc qui réunit à la fois des élus et des hauts fonctionnaires, et qui du coup essaie d'apporter au moins une doctrine progressive pour essayer de limiter l'étalement urbain, l'implantation qui continuerait sans fin sur des supermarchés de périphérie, et qui progressivement continuerait à accentuer quelque chose, parce que somme toute un supermarché de périphérie, s'il est bien foutu, s'il est bien animé, s'il est assez neuf, il est quand même assez rentable où qu'il soit, quoi, parce qu'il y a quand même cette propension encore de nos concitoyens, peut-être de nous tous, c'est d'aller spontanément dans ces endroits plutôt que dans des commerces un peu différents. Et ça, c'est un impact sur la ville qui est majeur. Voilà. Donc, en revanche, on ne peut plus se prononcer sur la densité commerciale et l'animation de la concurrence ou de l'emploi. Donc ça, c'est important. Bon, alors, je vais quand même vous donner 2-3 exemples, parce que malgré tous ces critères, vous voyez que ça, alors je ne sais plus si c'était pour ou contre, ils ont été autorisés ou pas. J'ai essayé de rester le plus anonyme possible, parce que comme ça évite de mettre en évidence certains sujets. Mais vous voyez, on est quand même créé là autour d'un axe quasiment autoroutier, continuer à créer, c'est très récent, hein, autour de zones d'activité, eh bien on va continuer à développer des affaires comme ça. Bon, on a beau se dire qu'il faut faire des îlots de fraîcheur, tout ça, c'est un peu raté. Mais vous voyez, là, on a quand même dans des endroits qui sont ultra montagneux, ultra naturels. On a des villages qui sont pas très loin, qui sont bien. On continue quand même à avoir beaucoup de porteurs de projets qui soumettent ce type de projet. Tant que celui-là est encore plus emblématique. Vous voyez, on a une ville qui en plus est en déprise et connaît un taux de chômage et tout ça là, donc au bout. Et puis évidemment on a une ZAC là qui est ancienne, qui essaie de se sortir à faire du logement neuf, parce que c'est le mythe du lotissement. Ça, c'est aussi des choses qui, dans la tête de nos élites dirigeantes, eh bien ça prend du temps à évoluer aussi. Et puis là, il y a une grande zone d'activité économique. Puis évidemment, en fait, on aimerait bien faire un grand centre commercial, alors qui va se construire, qui se construirait, vous voyez, entre deux grands axes autoroutiers, avec un plan masse des plus originaux. Et puis je terminerai là-dessus. Voilà, quelques photos sympathiques, donc avec un gros rond-point. Alors le geste architectural est intéressant, hein, surtout qu'en plus ils ont été chercher un grand groupe national pour monter ça en matière de construction, et puis des grands investisseurs autrichiens et allemands. L'idée est pas bête, hein, mais somme toute, voilà, c'était un peu. C'est quand même assez. Alors je vous ai pas montré des super projets, parce que sinon j'en aurais peu. Mais en synthèse, ce qui est très important, c'est que l'urbanisme commercial, ça continue quand même dans une dynamique qui n'est pas des plus rassurantes. Et pourtant, on devrait, et on arrive, quand on se bouge un peu, vous l'avez vu sur Nanterre, Pascal vous a montré aussi pas mal de choses, on arrive quand même à se coltiner des belles reconversions et des beaux transferts dans les centres-villes. Voilà. Donc, merci de votre attention. Bonsoir, je vais essayer de faire court et succinct. Je vais peut-être raconter cette histoire en 3 points.
La première chose quand on s'occupe de ville et commerce, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues. Moi, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus dans les années à la fin du siècle dernier, on va dire ça comme ça, pour finalement faire un bouquin donc, qui s'appelle donc La ville franchisée, dont le titre en plus est très connoté sur le commerce, et en fait le contenu du bouquin était beaucoup plus large que ça. Donc la première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées reçues, et que moi je suis assez un grand admirateur de Germaine Tillion, qui avait cette formule « comprendre pour agir ». Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de se donner un peu de temps pour comprendre, surtout dans un milieu, mon milieu architecte et urbaniste, qui a toujours vu le commerce de façon un peu dégoûtante, un peu lointaine, un peu, voilà. Donc, voilà. Mais je me suis aperçu que si on devait s'intéresser à la ville contemporaine, celle qui est faite pour et par la voiture, il y avait 3 éléments structurants qui sont la voiture et le système des infrastructures, qui sont la grande distribution et qui sont l'étalement urbain, et que les 3 sont ensemble. La première des idées reçues, c'est celle-là, c'est que c'est systémique. On ne peut pas agir sur l'un sans ne pas comprendre, simplement parce qu'il y a des aires de chalandise, et donc les uns vont ensemble. Les aires de chalandise, ça veut dire que plus on va vite, plus on va loin, et voilà. La deuxième des idées reçues, c'est ce que vient de dire monsieur, enfin, je trouve un peu ça, c'est que c'est pas fini, cette histoire. La ville pour et par la voiture, puisque le sujet c'est la relation entre les villes, elle continue, hein, si on sort des centres-villes, elle continue très très largement à se développer, y compris les infrastructures routières, y compris les mini-rocades, y compris le système no parking, no business, qui est le basique de l'affaire. Là, peut-être le troisième point, c'est cette affaire de la France moche. Moi, je suis coupable, non coupable, parce que c'est à la suite d'une longue interview de Télérama que le journal a titré ça, et puis depuis, ça a fait florès. Alors que c'est... D'ailleurs, il n'y avait pas d'ambiguïté dans le corps de l'article, alors que ce n'est pas du tout mon problème. Je ne vais pas dire ça comme architecte. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un problème de boîte moche, ce n'est pas un problème d'entrée de ville avec des signalétiques colorées et dites de mauvais goût. Je pense que le problème est beaucoup plus sérieux que ça. Et moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait les boîtes. Il y en a beaucoup dans l'architecture, on peut les améliorer sûrement. Mais c'est pas. Mais voilà. Donc c'est cette espèce de simplification qui traverse un peu, qui pollue un peu plus que la pollution visuelle, qui pollue un peu le débat, puis qui fait qu'on ne voit pas vraiment l'essentiel de la chose, c'est que ce système de commerce, il est pour et par la voiture, et donc c'est de la ville pour et par la voiture que finalement tout ça s'est engagé, non pas par une croissance de la ville qui se passe différemment, c'est que le système il s'est construit depuis la périphérie vers l'intérieur. Donc, autre idée reçue, c'est que malgré tout ça, on ne pourrait rien faire. Non, je pense qu'on peut faire des choses. Enfin, Madame l'a raconté dans son cas particulier. Mais évidemment, on peut faire des choses. Mais il faut construire un peu l'affaire, et il faut se battre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est quand même une idée reçue que vous connaissez tous autour de la table, c'est que croire qu'on peut changer les choses... parce que justement, ce serait que des hangars, et puis c'est pas grand-chose, le commerce, c'est pas une grande école, c'est pas un programme de logement en béton, etc. Donc du point de vue de l'infrastructure physique, c'est rien. Donc on pourrait se dire, ça change, etc. Mais en fait, comme ça a été dit, entre les murs, le fond, le bail, les systèmes de copropriété, etc., c'est absolument titanesque d'essayer de changer les choses, que ce soit dans les fameuses entrées de ville, que ce soit dans les grandes zones commerciales dont il y a une partie qui ne marche plus, c'est des opérations assez lourdes. Alors moi, qu'est-ce que j'essaie de faire modestement ? Donc il se trouve qu'ayant eu ce petit intérêt pour la chose, la première activité, j'ai été sollicité pour essayer de réparer un certain nombre de situations. Et puis j'ai une deuxième activité je suis prof, puis j'essaie de faire des bouquins, j'essaie de réfléchir à un autre type d'urbanisme qui essaierait de poser les choses un peu différemment. Et là, je vais retomber sur les réflexions de mes deux prédécesseurs. Donc en attendant, bon là, j'ai fait quelques... Je devrais mettre ça à la fin, parce que c'est plutôt des références si vous voulez en savoir plus. Voilà. Donc j'ai commencé par faire, pour comprendre pour agir, j'ai fait ce bouquin La ville franchisée, où j'essaie d'expliquer comment les choses se sont passées progressivement. Donc je ne vais pas y revenir, je vais passer assez vite sur les images pour plutôt arriver sur quel autre urbanisme on pourrait essayer de faire. Donc des idées reçues. Donc tout ça, je l'ai fait dans le cadre
d'une consultation qui était assez bien fichue, qui s'appelait les ateliers économiques, où on est allé sur un certain nombre de sites en restant plusieurs jours avec les élus, avec les opérateurs commerciaux, avec les techniciens. Et donc, ça a été une très bonne expérience sur 5-6 villes. Et on a fait ce bouquin qui s'appelle « Du Far West à la ville ». Voilà, donc on résume un peu ces points. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire. Donc, c'est systémique, y compris à l'intérieur du commerce. C'est-à-dire infrastructure routière, étalement urbain et les différents types de commerce que Pascal a décrit tout à l'heure, y compris avec les tendances actuelles. C'est tout ça joue ensemble et interfère. Voilà. Donc, moi, j'ai bien montrer cette image parce que ça montre qu'avec des boîtes, on peut faire des choses assez bien. Que le problème n'est pas tellement notamment dans les zones commerciales. C'est le problème c'est plutôt comme il y a un très beau texte d'un japonologue, on ne dit pas ça japonologue, mais Augustin Berg, qui a un très très beau texte que j'ai mis dans Far West, qui parle que la vraie mocheté, c'est celle de ces aires asphaltées, la consommation de terre imperméable, et que c'est ça un peu le vrai scandale de l'affaire, plus que l'affaire des apparences. Donc comment organiser les choses différemment, quelle que soit après l'iconographie, je dirais, des bâtiments. Alors, à nouveau, je vais montrer comment j'essaie une proposition pour réparer. Donc ça, c'est une proposition qu'on a fait entre-temps. Je ne pense pas que les choses se soient passées exactement comme ça, mais c'était une bonne expérience. C'est la zone d'Actis Sud à Metz, qui est une gigantesque zone, qui n'est desservie par aucun transport en commun. Quand vous dites, ça serait pas mal qu'au moins il y ait un bus semi-remédique, des gens de Metz puissent aller là, on vous dit, maintenant il y a des embouteillages de voitures, donc on ne pourra pas faire passer un bus. Donc tout ça un peu se mord la queue. Et donc il y avait là, on arrive dans une situation... quand vous faites les plans de détail, par exemple, il y a 4 communes sur cette zone-là, donc chacun a sa stratégie, chacun a développé sa mini-zone de commerce, chaque opérateur a ses propres parkings, jusqu'à un point assez absurde. Donc, et là venait un certain nombre d'opérateurs, dont Journeau. Je vais donc en discuter avec Journeau, qui est le monsieur qui pense que c'est simplement une affaire d'esthétique. Donc si on lui laisse faire ses grands yeux blancs, mais ça ne change absolument pas. C'est dans toutes les images, genre les images qui sont produites à la CNAC. On voit tout sauf les parkings. C'est-à-dire on voit des retail parks qui ressemblent à des petites rues de western sympathiques ou à des rues médiévales. Mais si vous dézoomez, c'est un peu comme les photos géographiques de tourisme. Hein. Si vous dézoomez à droite, à gauche, vous avez les poubelles, vous avez les services, vous avez le machin, vous avez le truc. Mais surtout, là, vous avez 2 fois plus de surface de parking. Voilà. Et donc, avec cette difficulté, y compris, on en reparlera, de faire les parkings différemment. Donc là, il y avait 2 opérations gigantesques qui étaient lancées, une par Journeau et Decathlon qui voulaient à nouveau 10 hectares. Donc le système ne fait qu'empirer et en plus inquiéter les autres parce que les gros arrivent. Alors qu'ils avaient fait des choses dans des coins qui étaient plutôt pas mal, avec des contre-allées, avec ce qu'ils appelaient des voisinés, qui étaient assez bien. Donc on a repris un peu cette idée-là et on a essayé de faire. Ça, c'est pour vous montrer que le discours... Aussi, des choses assez pesantes dans les discussions sur l'urbanisme commercial et avec les opérateurs, c'est que ils pensent à chaque fois dire c'est le nouveau modèle, mais en fait c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que Retail Park, c'est la même chose, grosso modo, qu'un hypermarché du point de vue de la consommation générale et de l'organisation générale. C'est un maille un peu différent dans la galerie commerciale, mais c'est quand même une galerie commerciale entourée d'un gigantesque parking. Voilà, donc par exemple sur Metz, les idées sont assez simples. C'est que vous aviez des situations avant qu'à quelqu'un qui vient le samedi pour acheter l'électronique, il va chez Boulanger, il va chez Darty, il est obligé de changer de parking alors que les 2 boîtes sont à 50 mètres l'un de l'autre parce que c'est infranchissable. Bon, vous connaissez tous ça, mais voilà, il faut trouver des solutions. Donc il y a un travail de réparation qui est possible. Qui pose des problèmes de maîtrise d'ouvrage importants, puisque là, par exemple, je ne suis pas rentré dans les détails de l'affaire, mais ça suppose que l'agglomération prenne en charge, ça veut dire qu'on change le système de gouvernance sur l'ensemble de la zone. Mais évidemment, les solutions techniques sont tout à fait faisables pour faire que, et progressivement d'ailleurs, que de la mixité, et notamment dans les parties périphériques qui étaient en jachère,
puisse changer. Ça va commencer par des terrains de sport, ça peut commencer par... Je ne dis pas qu'il faut mettre des logements tout de suite n'importe où, partout, mais il y a, voilà, on a réfléchi à un certain nombre de principes qui peuvent s'appliquer. Comme le système est générique, on peut aussi lui appliquer quelques principes un peu méthodiques. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un projet je me suis auto-commandé ce projet-là. En fait, c'est ça, c'est Rosny 2. Vous voyez, Rosny 2, mon collègue Philippe Gazeau a calculé qu'il y avait 1 million de mètres carrés de parking dans les grands centres commerciaux régionaux, au-delà entre la 86 et la Francilienne. 1 million de mètres carrés. Rosny 2, c'est un magnifique exemple du genre. Et Rosny 2, c'est un endroit incroyable du point de vue de la desserte. Donc Rosny 2, voilà Rosny 2, ce n'est plus ça, parce qu'ils ont commencé à faire des choses, mais c'est, à mon avis, pas du tout les bonnes choses. Donc vous avez la situation là, et vous allez avoir 2 stations de métro en plus, vous avez déjà le RER, et vous allez avoir le Grand Paris Express, pas loin. Et puis vous êtes à l'intersection de la 86 et de la 3. Jackpot. Donc pourquoi là, on cherche des mètres carrés de logements à faire? Il faut changer absolument radicalement tous ces centres commerciaux qui sont gagnés par l'urbanisation. Donc la première des réparations majeures dans les métropoles et dans les mégapoles, c'est de densifier pour éviter le toujours plus loin, toujours plus grand, qui met dans l'embarras nos amis de la CNSC. Et donc voilà, donc on peut s'intéresser à essayer de voir comment on peut faire, et c'est vraiment pas compliqué. Il faut simplement accepter 2 choses. C'est de mettre en infra partie des parkings et trouver le modèle économique où on va pouvoir mettre des logements en masse, avec ce qui évidemment aussi a l'effet d'avoir une clientèle captive, pour parler comme on dit. Donc c'est assez simple tout ça, moi ça me paraît du bon sens. Donc on a fait ça il y a 6 ou 7 ans. Je suis allé voir le maire de Rosny qui jamais n'a voulu aller voir les gestionnaires, donc c'est Unibail là, les gestionnaires de Rosny 2, pour leur dire, écoutez les gars, ça serait quand même pas mal, on vous amène 2 stations de métro et machin, de faire autre chose. Eh bien, voilà, j'ai été convoqué par les mecs d'Unibail en disant que je m'occupais de ce qui ne me regardait pas. Mais très bien. Et maintenant, ils commencent à bricoler des choses, mais ils bricolent des choses. Il ne faut pas bricoler, là, il faut y aller carrément. S'ils auraient été au Japon, ils auraient même payé la ligne de métro. Absolument. Oui, en plus, ils sont sur la rente. Comme tout le Grand Paris Express, ils sont sur la rente, quoi. C'est invraisemblable comme situation. Et donc, voilà, après, on fait notre boulot. Alors, ça, c'est une expérience assez compliquée, où il y a un maire à Montigny-les-Cormeilles, c'est sur la route de Pontoise, oui, la 15. Il y a un maire qui je sais pas, il m'a vu à la télé un jour parler de ces histoires-là, et il m'a appelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose, parce que voilà, il a ça, lui. Donc il a ça, c'est la RD 14 qui traverse sa commune en parallèle de la 15. Et il en peut plus, quoi. Bon, ça a été fait par Robert Rue au moment où il y a une gigantesque ZUP, donc il y a eu un premier, une galette comme ça qui marche très bien. Mais après sont venus évidemment les locomotives à un bout, Ika à un bout, les autres à l'autre bout, et puis tout le monde passe par la RD 14. Alors qu'en réalité, sa commune, c'est un peu une situation très, très, très classique dans la région parisienne. Il a un centre-bourg qui est aussi un centre ZUP, qui est assez intéressant d'ailleurs. Il a des quartiers pavillonnaires qui sont près de la gare. Il a un vieux bourg qui est en haut. Et puis tout ça est cisaillé maintenant par la RD 14. Donc ça fait 7 ou 8 ans qu'on se bat, notamment contre Carrefour, pour essayer de faire muter l'affaire. Donc à l'origine, c'est la situation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez tous ces pavillons-là. Ces pavillons-là, il y a une bonne partie qui est restée. Et qui sont camouflés par la publicité. Donc ils sont devenus des services qui accompagnent le commerce, qui sont très utiles. Il y a des trucs de bouffe pour les gens, pour les employés. Il y a des tas de services du quotidien, mais qui sont complètement noyés dans l'affaire. Alors, il a plusieurs stratégies. On a plusieurs stratégies. Il y a celle de baisser le flux, donc en rusant avec des échangeurs et avec des systèmes de circulation, de réduire le profil de la voie, ce qui fait crier beaucoup. Et après, de progressivement, parcelle par parcelle, essayer de faire des parcelles de logement collectif pour changer l'ambiance générale de l'affaire. Donc,
c'est M. Carpentier, donc il a voulu qu'on fasse, on a fait un petit bouquin qui s'appelle Le maire, l'architecte et la médiathèque, pas la centre commercial, où il raconte assez franchement toutes les difficultés qu'il a avec un grand opérateur et qu'on a eu, ne serait-ce que pour rencontrer les vrais responsables d'une boîte comme Carrefour. Donc voilà, je passe vite, voilà. Mais il y a réussi des choses, il y a un cinéma qui s'est fait, voilà. J'en ai terminé pour les idées. Donc ça, c'est ce que on répare. J'ai essayé de réparer les Halles. Les Halles, c'est un problème de ville un des problèmes, c'est que le niveau moins, vous savez que les Halles, c'est le niveau -3 qui est le niveau commercial majeur qui fonctionne quasiment uniquement avec le système du RER. Il y a 800 000 personnes qui passent là. Et donc le niveau -2 et le niveau -3 marchaient relativement mal. Et donc un des sujets, il n'y a pas à s'en cacher, qui était outre donner du sens à l'espace et au jardin et à la vision qu'on peut avoir quand on arrive sur les Halles, c'était aussi d'essayer de faire les arbitrages entre les transporteurs, les gestionnaires, qui étaient à nouveau Unibail, et la ville de Paris qui avait des objectifs d'espace public. Donc c'est une interface, c'est un cas évidemment très très particulier. Alors je voudrais conclure peut-être avec les idées reçues, réparées, et peut-être, moi j'essaie maintenant d'essayer de promouvoir, j'essaie de réfléchir à un autre urbanisme. Je pense qu'on est pris dans un urbanisme de périmètre, et je pense qu'il faut passer à un urbanisme d'itinéraire. Ça a été dit de façon différente les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire je pense quand même la base de la chose, si on veut sortir du pour et par la voiture, uniquement pour et par la voiture, je n'ai rien contre la voiture, j'ai une voiture, ça m'arrive d'aller dans un centre commercial, c'est pas vraiment ça la question, mais quand on est totalement dépendant du système, ça devient quand même assez terrible. Je crois que tu as fait une tribune pour expliquer un peu que j'attendais. J'avais la même en réserve, mais comme tu l'as sorti, je ne sais pas fait sur la question des gilets jaunes et de l'urbanisme. Donc un urbanisme itinéraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, regardez simplement les itinéraires du quotidien qui sont: je vais chez moi, je pose les enfants à l'école, je fais une ou deux courses ou pas, je vais à un système de transport en commun ou à une aire de covoiturage, ça m'est égal. Et ça, c'est basique, ça marche aussi pour les bourgs et les villages, là où il y a des lotissements de maisons individuelles, ça marche pour Nanterre, ça marche pour partout. Donc je ne cherche pas à faire un nouveau fonctionnalisme comme le TOD, le Transit Oriented District, c'est-à-dire tout à 10 minutes. Je pense que les itinéraires, s'ils sont très bien pensés, vous pouvez faire que les gens vont marcher, et c'est très bon pour la santé, une demi-heure le matin, ils vont aller beaucoup plus loin et si l'ambiance est détestable, ou le trottoir pas confortable, etc., ou pas attractif, eh bien ils ne feront pas 100 mètres. Voilà. Donc il n'y a pas à faire des cercles comme ça. Je crois que la candidate à la mairie de Paris a sollicité un urbaniste qui leur fait des cercles tout à moins de 10 minutes à Paris. Oui, on sait que tout est à moins de 10 minutes à Paris. Le problème n'est pas de faire des cercles, le problème c'est de faire des itinéraires. Et donc il faut sortir de ça. Parce que d'autre part, le système des périmètres, qui est le fondateur des ZAC finalement, il fait qu'on essaie de tout résoudre dans la ZAC. Et c'est complètement con la plupart du temps. Et donc on fait des programmes totalement stéréotypés. On va faire un tiers de logement comme ci, un tiers de logement comme ça, un tiers de logement comme ça. On va faire un ratio de commerce pour les nouveaux habitants. Enfin, on va raisonner, c'est assez logique, hein, tout le monde va commencer à raisonner sur ce périmètre-là pour trouver un équilibre d'un périmètre. Et c'est comme ça qu'on rate les choses, c'est comme ça qu'on fait des actes très ennuyeux, c'est comme ça qu'après on se dit « Oh nom de Dieu, comment je vais faire avec ces fameux 10 pieds d'immeuble ?» Donc moi ma proposition, je suis en train de travailler beaucoup là-dessus, là, je vais rendre une grosse copie à la fin du mois, puis je vais faire une journée là-dessus, c'est passer à l'idée de rez-de-ville, pas à l'idée de rez-de-chaussée ou de pied d'immeuble. Je pense que c'est là où le bas blesse en ce moment, c'est-à-dire qu'on croit que, et vous l'avez dit tout à fait, madame, on n'est pas obligé de faire du commerce en bas. Et il faut faire à la fois de la ville passante, de la ville poreuse et de la ville profonde, c'est-à-dire au sens spatial du terme. Il y a des choses qui bougent, on peut donner des exemples, ne serait-ce que par exemple, moi je m'aperçois dans les bourgs et les villages, c'est la contrepartie des l'étalement urbain, c'est que maintenant il y a des telles nappes de lotissement, moi aussi je fréquente la Bretagne, il y a des telles nappes de lotissement qu'on voit maintenant des barrettes de commerce se réinstaller au milieu des bourgs. Alors qu'on avait fait le parking pour le conseil municipal qui se réunissait tous les 10 jours, maintenant on commence à faire une barrette avec un boulanger, un machin, un truc, etc.
Donc il y a des choses qui bougent. Il y a une opération évidemment qui est très particulière, qui est celle des cours qui s'enchaînent depuis le BHV à travers le Marais jusqu'à la Fondation Lafayette, et puis on repart avec les cours du Marais. Donc c'est un système qui est à peu près l'équivalent, mais l'équivalent du système des passages et des galeries qu'on a connu en 1830. Donc évidemment, c'est des cas où il y a beaucoup de flux, etc. Mais en fait, il y a quelqu'un qui s'est saisi. Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui devait avoir les moyens et posséder un certain nombre des immeubles. Bon, mais sans rentrer dans les détails, ça donne un certain nombre d'idées sur la question. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup, vous avez parlé des terrasses tout à l'heure, moi dans l'étude que je fais, les propositions que je vais faire, il y a beaucoup, formel, informel, besoin des deux, c'est mon slogan. Donc il y a beaucoup à apprendre en Afrique, en Asie, les trottoirs en Inde, comment la logistique fonctionne en même temps. J'ai fini, voilà. Non, mais ne serait-ce que penser, pour ceux qui connaissent un peu Paris, le marché d'Alais, par exemple. On dit le marché d'Alais. Mais en fait, si vous regardez bien, il y a 7 marchés différents sur le marché d'Alais. Entre les boutiques, le marché de rue, le marché couvert, la brocante au milieu, le marché au noir qui se passe à côté, et tout ça marche ensemble, y compris avec les cours derrière où les gens rendent des services au marché de rue. Donc les marchés, c'est un truc formidable. Donc on cherchait des formules nouvelles. Le marché, c'est très bien. Et ça coûte pas cher.